Bonsoir à tous. Apparemment, ma voix était difficile à entendre, mais c'est peut-être je dirais une autre perspective à tout ça. Et j'avais envie un petit peu de revenir à quelque chose de, je dirais, d'un peu essentiel. C'est le rôle de la sextech dans l'épanouissement sexuel. On a parlé de beaucoup d'objets, de beaucoup de choses qui vont exister, qui font un peu peur, etc. Ici, j'avais envie plus de parler de choses qui existent, qui sont déjà utilisées, et de voir un petit peu, tiens, mais quelle est la vie des professionnels par rapport à tout ça? Alors, la première chose que j'ai envie de rappeler, c'est les indispensables pour l'épanouissement sexuel. Les acteurs indispensables, ben, c'est très simple, c'est notre cerveau, c'est nos sens, et c'est l'ici et maintenant. Et donc, l'épanouissement sexuel passe vraiment par une espèce de danse entre voilà, les sensations qui sont procurées par nos sens, ce qu'on voit et ce qu'on fait, et la manière dont c'est transmis au cerveau et dont le cerveau s'en sert pour, je dirais, imaginer des choses et venir nourrir les sensations en retour. Donc c'est vraiment quelque chose de circulaire, et le cerveau et les sens sont vraiment acteurs du désir et du plaisir. Alors, quand on parle de sextech, on parle évidemment de connexion, de monde virtuel, d'éloignement de la réalité. Et nous, en tant que professionnels, on fait vraiment attention à ce qu'on appelle l'hyperdéconnexion. Et ça, c'est vraiment je dirais, le red flag, le danger qu'on voit dans le développement de tous ces objets et de ces technologies, c'est que, pour finir, les gens se déconnectent de leur corps et surtout se déconnectent de leur partenaire. Et donc, on est très vigilant. Vous allez entendre beaucoup de professionnels qui disent que c'est très dangereux, que ça, je dirais que ça va ternir le rapport au sexe, etc. Donc, c'est un discours qui s'entend. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu je dirais, le noir et le blanc à chaque fois, de vous montrer que c'est quelque chose d'assez nuancé. Et donc, je dirais que le premier domaine vraiment qui a bouleversé les relations sexuelles et les relations de couple, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il existe maintenant une nouvelle manière de se rencontrer, une nouvelle manière d'entrer en relation qui passe par les réseaux sociaux. Et vous avez par exemple des initiatives comme Fantasy App qui permet de matcher avec une personne qui a le même fantasme. Donc, c'est un Tinder, mais où le critère n'est pas le profil, c'est le fantasme. Et donc, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui expérimenter vraiment ce que vous voulez. Une autre app, plus ou moins je dirais du même acabit, c'est une app qui permet aux couples qui sont à la recherche de partenaires supplémentaires de trouver des gens qui seraient intéressés à se joindre à eux. Ce que je trouve intéressant avec cette application-là, c'est son histoire. C'est qu'elle a été créée par un homme qui était marié, et sa femme, un jour, a simplement partagé son envie d'expérimenter le sexe avec une femme. Et donc, ils se sont dit, ben, on peut faire ça à deux, on peut intégrer ça dans notre couple, mais ils avaient un petit problème, c'est qu'ils ne buvaient pas. Or, ils ne buvaient pas d'alcool. Or, dans énormément d'endroits qui sont orientés échangisme ou sexe groupé, à l'époque, c'était beaucoup de bars et de boîtes. Et donc, ils avaient un petit peu du mal à rentrer je dirais, dans le mood et à être un petit peu acceptés. Et donc, il a eu l'idée de créer cette app qui est vraiment destinée aux gens qui cherchent un partenaire en plus. Alors, je dirais que l'effet extrêmement positif de ce genre d'application, c'est que ça donne vraiment une liberté de parole sexuelle. C'est-à-dire que les gens ont un endroit où exprimer leurs fantasmes, où exprimer leurs envies, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres partagent ça et que ça fait écho. Et ça permet d'enlever cette solitude profonde parfois face à nos fantasmes. Je dirais que le côté un petit peu plus dangereux, c'est un focus sur le fantasme, où ce qui compte, ce n'est plus tellement la relation, mais c'est la réalisation d'un rêve, de quelque chose d'imaginaire, et où en fait on perd la connexion avec l'autre, et on vit sa sexualité de manière très autocentrée, donc vraiment centrée sur soi. Un autre secteur très touché je dirais par la technologie, c'est le porno, où clairement, aujourd'hui, le porno 360 dont on a déjà parlé fait fureur. Donc on peut déjà sur les plus grosses plateformes voir des films, et si on a les bonnes lunettes, ben,
assister à la scène. Et comment ça se passe? C'est que la personne peut prendre la place de l'un ou l'autre protagoniste, qui soit observateur ou qui soit acteur, que ce soit un homme ou une femme, et donc vivre la scène selon ce point de vue-là. Alors, l'un des, je dirais, des effets positifs de ces technologies, c'est que ça change vraiment la manière dont sont présentées les femmes dans ce genre de médias. Quand vous tournez un film destiné à la vidéo 360, vous mettez plusieurs caméras. Et donc, les femmes, les actrices sont vraiment filmées sous toutes les coutures. Donc, on voit la cellulite, on voit les défauts, on voit qu'elles ne sont pas si magnifiques que ça. Et j'écoutais encore une actrice en parler, disant que c'était plus difficile pour elle actuellement, parce qu'avant, s'il y avait une seule caméra, c'était un plan fixe, c'était facile de se positionner pour avoir l'air d'une bombe, je vais dire, mais que là, maintenant, elles savent que tout leur corps est regardé sous toutes les coutures. Alors, ça peut être une bonne chose, parce que simplement, il y a je dirais, ce diktat de la silhouette parfaite qui pourrait éventuellement perdre un petit peu de sa force grâce à ça. L'autre chose, et qui est, je dirais, la plus prometteuse, c'est que quand on tourne un film destiné à la vidéo 360, il faut essayer de ne pas trop couper. Donc de faire des scènes qui vont du début à la fin, parce que c'est très coûteux de couper, de faire les raccords, d'être sûr que tout va être tip-top la même chose pour continuer à tourner. Donc, ils préfèrent tourner des scènes qui vont du début à la fin. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser cette technique pourtant très répandue, très répandue dans le porno, qui est de prendre une scène de quelques secondes d'une pénétration et de la multiplier pour donner l'impression que la pénétration dure plus longtemps. Ici, ça ne sera plus le cas. Et donc, le rapport à la performance pourra changer, parce que clairement, il y a beaucoup d'hommes qui sont aujourd'hui complexés de ne pas savoir faire la même chose que les acteurs porno, qui tiennent pendant 10 minutes ou même 30 minutes, qui recommencent tout de suite, qui font jouir les femmes comme des fous. Et donc ici, il y a vraiment je dirais, en fait, ça fait re-rentrer la réalité dans le porno. Et ça peut être une bonne chose par rapport à la lecture qu'ont les jeunes et les moins jeunes de la performance sexuelle. Évidemment, l'effet que nous voyons comme dangereux, c'est que ça déconnecte totalement du réel. On rentre dans une réalité qui est virtuelle, et donc on se coupe de l'ici et maintenant. Et ça, pour nous, ça peut être dangereux. Le troisième secteur, c'est ce dont on vient de parler avec beaucoup d'humour et d'enthousiasme, c'est les sextoys connectés. Alors, évidemment, ça peut vraiment ramener le jeu dans le couple. Donc, vraiment, il y a moyen de s'amuser avec son partenaire, de dire « Ok, je vais au boulot et d'avoir cette espèce d'excitation, de se dire « Tiens, il peut appuyer n'importe quand je suis en réunion, tout ça. » Donc, ça peut être vraiment intéressant pour un couple. Ça va même très loin. Il y a une start-up qui a développé il y a quelques années un sextoy pour les couples longue distance. Donc, ceci est le modèle pour l'homme, ceci est le modèle pour la femme. Donc, l'homme enfile le sextoy et la femme peut presser le sien et du coup faire ressentir des choses à son compagnon qui est très loin, et l'inverse est la même chose. Donc, c'est je dirais, une solution alternative pour les couples qui sont longue distance. Mais nous, le plus gros danger qu'on voit, c'est le moment où le désir n'est plus sur le partenaire, mais sur l'objet. Et où, au fond, l'homme ou la femme ne devient plus que celui qui pousse sur le bouton. À ce moment-là, nous, on y voit un problème, parce que c'est vraiment de la déconnexion, et qu'au niveau du partage du couple et de l'intimité, bien sûr, les gens s'éloignent. Donc nous, on y voit un certain danger. Alors, le grand sujet qui effraie tout le monde, c'est la robotique. Je peux tout à fait comprendre, d'autant que les robots sexuels sont en train d'être développés, mais de manière assez incroyable en Chine, où clairement on est au stade où ce sont des femmes hyper réalistes
qui parlent, qui sont même capables d'allumer le lave-vaisselle, et donc qui sont... Donc, pourquoi est-ce que je dis ça avant de soulever le tollé? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est un marché, en fait, c'est un marché qui est assez spécifique parce que c'est en Chine, qu'il y a plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes, et il y a vraiment des hommes qui se sentent seuls. Et donc, effectivement, il y a de la place pour la robotique sexuelle, mais plus que ça, pour la robotique féminine. Et donc, ce genre de fonctionnalité additionnelle, que ce soit allumer un lave-vaisselle ou faire autre chose, commence vraiment à être développé en intelligence artificielle pour combler cette solitude de l'homme chinois. Alors, au bout du compte, même si ça fait, même le plus anxiogène et même pour n'importe quelle chose, nous, en tant que professionnels, ce qu'on se demande avant tout, c'est pas tellement ce que c'est, mais c'est plutôt le rapport à l'objet ou aux médias. Donc, comment est-ce que la personne gère ça? Comment est-ce qu'elle vit ça? Est-ce que l'accessoire devient le principal? Est-ce que l'orgasme ou le plaisir ou le désir est possible sans? Donc tout ça, ce sont des questions vraiment qu'on se pose quand on a en face de nous des patients qui, oui, se posent la question de savoir, tiens, est-ce que j'utilise pas trop mon sextoy? Est-ce que c'est bon pour mon couple? Est-ce que c'est mal un robot? J'ai envie d'une poupée gonflable, est-ce que c'est pas bien? Donc nous, on essaie vraiment de voir, tiens, mais c'est pourquoi et quel est le rapport à l'objet? Et là, je dirais que l'important, c'est qu'il reste accessoire. Et comment est-ce qu'on fait la limite? C'est qu'on essaie vraiment de voir où ça se situe, si on est du domaine de l'envie ou du domaine du besoin. Et bien souvent, les gens aussi, de manière évolutive, de temps en temps, ils sont dans l'envie, puis parfois c'est dans le besoin, parce que voilà, on est dans une période de couple où c'est plus compliqué, du coup c'est plus facile avec un sextoy, on a besoin de ça pour s'enflammer, et puis on retourne du côté de l'envie, et donc c'est fluctuant. C'est souple en fait, c'est pas un rapport qui est figé. Dès le moment où le rapport devient figé, là, on commence à s'inquiéter en tant qu'expert. Alors, au-delà de ça, je suis aussi ici parce que je soutiens de manière très, je dirais très forte, une initiative qui allie, ou en tout cas qui utilise la technologie sexuelle au service de la santé sexuelle. C'est une initiative qui s'appelle Sexo Corner, qui a été pensée, imaginée et construite par des experts et qui vise vraiment à résoudre un problème assez dramatique, qui est que 95% des gens qui souffrent d'un problème sexuel n'en parlent pas, donc ne trouvent pas d'aide. Il faut savoir qu'en moyenne, le temps entre le moment où quelqu'un se dit « tiens, j'ai un problème et j'irai bien consulter », c'est en moyenne 10 mois. Donc pendant 10 mois, la personne souffre, la personne se sent seule et vit vraiment cette difficulté comme parfois très dramatique. Tout ça en sachant que, en moyenne, un tiers des hommes souffrent d'éjaculation précoce, un autre tiers de problèmes d'érection, et que 2 tiers des femmes ont à un moment donné dans leur vie un problème de désir. Donc c'est énormément de gens qui sont concernés. Alors cette initiative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise l'outil qu'est le sextoy comme tel. C'est un outil. Et donc, par exemple, ici, on est dans l'aide au traitement de l'éjaculation précoce. Et ça consiste en une série de petits livres d'exercices où, clairement, on va apprendre à l'homme, non pas à retarder l'éjaculation parce que c'est impossible, c'est un réflexe, donc il ne pourrait pas, mais à moduler son excitation avant. Comment est-ce qu'on fait ça? En lui apprenant à gérer sa respiration, à travailler sa posture, tout ça est très lié, et donc à modifier sa gestuelle et son comportement sexuel pour modifier la réponse du corps. Donc comme il va se comporter différemment, le pénis de l'homme va réagir différemment. Et donc ici, on est au dernier stade, le stade 4, l'entraînement super, super intensif, et ça se fait en fait avec ceci, qui est un sextoy, qui est un gant vibrant. Et donc l'homme va s'entraîner à tenir, alors je dirais que l'ultime achievement c'est 10 minutes, donc sans venir avec cet outil qui est là, juste comme un outil pour renforcer les sensations et permettre à l'homme de moduler et de
d'utiliser les techniques qu'on lui a apprises pour tenir plus longtemps. Un autre exemple de kit d'aide à l'épanouissement où vraiment la technologie aide, c'est ce nouveau modèle de sextoy qu'on appelle le pulsateur. Donc ce n'est pas un vibrant, c'est un pulsateur qui a été étudié pour permettre aux femmes de ressentir ce qu'on appelle ce fameux orgasme vaginal, qui, je suis désolée de vous le dire, mais est un énorme mythe. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas eu connaissance de ça. Qui a eu connaissance, qui connaît les dernières recherches en termes d'anatomie du clitoris? Quelqu'un a vu sur le web? Allez-y, soyez fiers. Hein. C'est quelque chose d'important. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, le clitoris n'est pas juste la petite boule. La petite boule, là, c'est uniquement son gland. Pourquoi on l'appelle un gland? Parce qu'il a à peu près la même, je dirais la même structure même, c'est le même tissu qu'un gland masculin. Tout ceci, c'est la partie interne du clitoris. Et il est constitué, devinez quoi? De corps caverneux et de corps spongieux. Donc c'est les mêmes structures qu'un pénis. Et en fait, pourquoi est-ce qu'une femme ressent du plaisir quand on la pénètre bien? Mais il faut bien la pénétrer pour ça. C'est parce que le pénis, ici, quand il rentre, quand il pénètre, il va aller stimuler l'arche du clitoris interne. Et donc, en poussant, ça va stimuler ce qu'on appelle, de manière tout à fait erronée aujourd'hui, ce fameux point G. En réalité, toute la zone est entièrement connectée. Et toute la zone entre les lèvres est érogène et va gonfler quand elle est excitée. Donc, ce pulsateur a été étudié par rapport à la forme et aux pulsations pour aller stimuler les bulbes du clitoris. Donc, on est ici vraiment dans une dimension où la technologie est au service de l'épanouissement sexuel et de la santé sexuelle. Et c'est là où, nous, en tant que sexologues, on estime que c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, il y a vraiment un autre aspect qui est celui de cette déconnexion où il n'y a rien à faire, il n'y a rien de tel que deux corps de la chaleur humaine et deux corps faits de chair, et où clairement ça donne des sensations qui sont de l'ordre du partage. Une dernière chose, il y a une dimension aussi qui est, je dirais, importante dans la relation sexuelle et pour entretenir le désir, c'est la surprise. C'est que le corps soit surpris de ce qui lui arrive. Or, si vous êtes toujours avec votre sextoy et que c'est vous qui le manipulez, ben, la surprise, elle est plus vraiment là. Et donc, alors qu'un corps qui bouge et qu'une danse sexuelle, ben, il y a toujours une part d'improvisation, de surprise qui fait que le désir peut s'étonner et peut être vraiment renforcé. Donc voilà, je dirais que l'avis des experts par rapport à tout ça, c'est que c'est vraiment... En fait, on attend d'avoir du recul aussi, et on est vraiment entre les deux, en se disant il y a des aspects qui sont merveilleux, et puis des aspects qui le sont moins, et que le tout est vraiment plus une question de rapport à la chose qu'une question de chose en elle-même. Voilà, j'espère que ça a un peu éclairé les choses de manière différente. J'imagine qu'il y aura des questions, ou pas. Est-ce que justement il y a des questions dans la salle? Alors je vais vous donner le micro. Est-ce que ça veut dire que vous proposez en fait en ligne des sortes de thérapies courtes pour éviter que la personne qui a un problème se confronte à un professionnel? C'est pas du tout le but en fait. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais Sex Corner est une initiative qui est destinée aux professionnels, donc c'est-à-dire que le traitement est prescrit par des professionnels. Il est achetable en ligne, mais avec prescription. Donc l'idée n'est pas de déconnecter la personne du professionnel. L'idée est d'avoir un soutien au traitement. Pourquoi? Aussi parce que c'est pas neuf qu'on utilise les sextoys en sexothérapie. On les utilise depuis longtemps. C'est juste qu'il y avait vraiment une difficulté, c'était une résistance au traitement parce que la personne n'osait pas
aller l'acheter. Donc c'était un point où même en ligne, ce n'était pas possible pour elle. Et donc on a vraiment mis ça en œuvre pour aider l'accès aussi aux outils. Et pour donner aussi, je dirais, un outil d'exercice qui soit faisable à domicile, avec vraiment, je dirais, un pense-bête qui permet d'avancer seul et d'aller voir son thérapeute une fois par mois pour faire le point, par exemple. Mais donc ça n'est pas un évitement de traitement, c'est plus une facilitation. D'autres questions? Oui. Moi, en fait, j'étais assez intriguée par votre site en tant que professionnelle, donc en tant que psy et sexologue. Donc, au début, je n'ai pas compris si c'était adressé juste aux professionnels ou aussi aux patients. Mais bon, ça, c'est plus une question, je veux dire, de forme du site. Par contre, au niveau des kits thérapeutiques, j'avoue que j'ai quelques réserves. Parce que pour moi, la sexualité est unique, et même si un tiers des mecs, effectivement, souffrent d'éjaculation précoce, de problèmes d'érection, un homme n'est pas un autre. Et donc, il y a certains kits, notamment pour les hommes qui ont des problèmes d'érection, il y a un plug anal. Je ne suis pas sûre que le monsieur qui déjà se sent certainement très mal à l'aise d'avoir des problèmes d'érection, quand il va ouvrir sa petite box et qu'il va voir le plug anal, j'ai un peu peur de sa réaction. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la boxe, enfin de tout. Celui qui m'a posé vraiment question aussi, c'est pour la femme qui souffre de cancer du sein et dans lequel vous proposez des bijoux cache-tétons. À nouveau, vous aurez certainement une réponse à me donner, mais je ne peux pas me mettre à la place des femmes qui ont un cancer du sein, mais je me dis, si elles ont subi une mastectomie, qu'elles ouvrent la boîte, on ne sait pas à quel moment de deuil elles sont au moment où elles vont l'avoir ou prescrite, et qu'elles voient des petits bijoux Swarovski à se mettre autour de leur non-téton. J'ai du mal aussi, j'avoue, à voilà. Donc ici en fait, vous êtes clairement avec la perspective, effectivement, de la personne qui regarde le site, qui le découvre et qui n'est pas accompagnée. Donc, chaque kit a été clairement fait par des professionnels. Donc, pour revenir par exemple à celui sur l'érection, l'idée n'est pas de proposer à l'homme d'office d'enfiler le plug. Ce n'est pas du tout l'idée, clairement. Il y a des stades, comme vous dites. Donc, ces kits, c'est un parcours évolutif. Et le plug ne vient que comme une proposition. Pourquoi ? Pour simplement explorer d'autres zones érogènes, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a, à un moment donné, une perte d'excitation uniquement sur le pénis, et que donc, clairement, il y a la nécessité de réinventer sa sexualité. Et donc, on propose simplement de la réinventer, mais comme vous le dites très bien, il ne s'agit pas de dire ça ne se fait que comme ça. Et donc, vraiment dans ces cahiers d'exercice, il y a toute une démarche de OK, comment je peux explorer mon corps différemment. Et le plug n'est là qu'en, je dirais, en proposition, pas du tout en traitement magique, ça ne fonctionnerait pas du tout. Idem pour le cache-téton. Celui-là a été fait vraiment par une sexologue qui travaille en oncologie, et donc qui a proposé ça dans un exercice en fait qui est de réappropriation du corps, qui passe par des étapes très compliquées comme se regarder dans un miroir, affronter ce qu'on voit, etc. Donc il y a tout un processus, et dans ce processus est proposée l'idée d'utiliser des accessoires pour se sentir jolie. C'est uniquement ça. C'est pas je cache ma cicatrice. C'est plus comment est-ce que je peux me réapproprier mon corps et avoir des gestes ou des attitudes qui permettent que je me sente mieux. Donc c'est quelque chose qui est très personnel, comme vous dites. Donc ce sont des propositions. Maintenant, aucun des kits n'est fait sans l'accord du comité scientifique qui, lui, crée les exercices, choisit les objets et vraiment essaye d'être le plus large possible, même si ce n'est pas une solution universelle. Ça répond à votre question ? Ça, oui. Si vous dites proposition, c'est dans vraiment un cadre accompagné, oui. Là, je pourrais voir l'intérêt. Maintenant, peut-être proposer plutôt une gamme plus grande alors dans la box, et surtout quand même prendre en compte que l'être humain est particulièrement curieux, et personnellement, si je déboursais 40 € pour aller chez le sexologue, 130 € pour le kit,
j'aurais envie d'ouvrir tout le kit et voir déjà ce qu'il y a dans la boîte. Et donc, alors je reprendrai mon dernier exemple de la fille qui est vaginique et qui va voir les différents godes de tailles différentes. J'aurais un peu peur de voir déjà le dernier que je vais devoir... Oui. Alors là, par contre, vous prenez un exemple qui est tout à fait pertinent, parce que ce ne sont pas des godes. Ça, c'est la première chose. Donc, ce sont des bougies vaginales, qui sont en fait des dispositifs médicaux qui ont plusieurs tailles. Et donc, le vaginisme, comme ça, tout le monde apprendra peut-être quelque chose ce soir. Le vaginisme est une dysfonction où le vagin est tellement contracté qu'il n'y a plus aucune pénétration possible, mais vraiment plus aucune. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ça? Avec des petits tubes en silicone qui vont d'une petite taille jusqu'à une taille plus grande. Et ce sont des kits qui sont proposés, effectivement, pour que la femme puisse petit à petit apprendre à se détendre et petit à petit réintroduire quelque chose dans son vagin. Ces bougies vaginales, donc c'est un parcours qui est évolutif et je dirais que l'expérience qu'on en a et que le comité scientifique en a va un peu à l'encontre de ce que vous dites, c'est-à-dire que justement de voir qu'il y a un but final, que ce but final, je dirais, ressemble à la largeur d'un pénis, qui est malgré tout la principale motivation à la base des femmes vaginiques à se faire traiter, c'est de parvenir à être pénétrées. Le fait de savoir que ça va jusque-là et que l'exercice est destiné à ça les motive plus que les effraie. Et à nouveau, dans le cahier d'exercice, est vraiment expliquée la méthode qui consiste à faire ça progressivement et ne jamais passer à la taille supérieure si on n'est pas prêt. Et donc, il y a vraiment un accompagnement. Et ça, c'est un des kits qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Parce que ces bougies vaginales ne sont trouvables nulle part, à part sur Internet en France. Et donc, ici, les professionnels préfèrent passer par la plateforme quand ils le prescrivent, parce qu'il y a effectivement un cahier d'exercice qui rappelle les conseils de base pour faire les exercices. Voilà. Merci Charlotte. Alors avant d'en terminer, il est 21h05, je vais demander à Céline et à Luana de venir me rejoindre. On va faire un petit question-réponse si vous souhaitez encore intervenir, ou en tout cas un petit débat pour clôturer cette soirée. Alors je cède le micro à Céline.